Bonsoir Mehdi Kassou. Bonsoir. Voilà donc Bruxellois de l'année, un Montois sacré Bruxellois de l'année. Ça représente quelque chose pour vous? C'est un pied de nez au gouvernement, Oui, ce mais prix? juste avant ça, ce n'est pas moi qui ai été sacré Bruxellois de l'année, c'est la plateforme citoyenne et l'ensemble des citoyens à travers la Belgique. C'est très important à Ouais, dire. mais c'est vrai que vous l'incarnez. Hein. Je l'incarne, je suis le porte-parole aujourd'hui. Je me retrouve à prendre la parole au nom de tous ces citoyens, mais vraiment, c'est un prix qui est partagé et qui est à partager absolument avec Et tous donc ces un citoyens. pied de nez, je disais. Oui, bah, un pied de nez, je pense qu'on a dominé l'actualité. On est dans un sujet bouillant, la politique migratoire. On apporte une solution humaine, solidaire. C'est pour nous évidemment une réponse naturelle. Quand on essaye de l'autre côté de la barrière d'opposer générosité à état de droit, je pense qu'ils ont dû effectivement de ce côté-là de la barrière, en tout cas, le voir comme peut-être une défaite ou peut-être juste une manière de souligner la défaillance de l'État à ce niveau-là. Alors c'est vrai que directement, hein, quand vous avez reçu le prix, vous avez tenu à remercier tous les bénévoles. On écoute un petit extrait d'une de vos interventions. C'est super important. Donc, on partage vraiment ce prix du Bruxellois, de l'homme de la capitale, avec l'ensemble de la Belgique et vraiment ces dizaines de milliers de citoyens qui, à travers toute la Belgique, nous soutiennent, nous accompagnent tous les jours. On ne pourrait pas faire grand-chose sans eux, je le dis souvent. On est des petits gars avec des vestes blanches dans un parc qui essayons d'aider les autres. Et là, on est rejoint par près de 40 000 personnes. C'est eux qu'il faut applaudir aujourd'hui. Une belle collectivité, vraiment. Une belle générosité aussi. Donc voilà un hommage qui a été rendu directement quand vous êtes monté sur scène. Alors dans une carte blanche que vous avez signée il y a quelques jours dans la Libre Belgique, une des interrogations que vous faites quand vous êtes sur le terrain, c'est de dire qu'est-ce qu'on fout là? Vous vous posez toujours cette question-là? On se la pose depuis 2 ans. C'est inscrit dans l'ADN de la plateforme citoyenne. On espère un jour pouvoir retourner vaquer à nos occupations. Et aujourd'hui, hier, j'ai également fait un petit clin d'œil à la professionnalisation en disant qu'on finirait peut-être par devoir en faire un job tellement il y a du travail. Voilà, on se demande ce qu'on fait là, pourquoi on doit le faire, pourquoi il n'y a pas de solution structurelle apportée. On fait des propositions assez concrètes, on essaye de rentrer dans ce fameux cadre légal qu'on nous martèle sans cesse. Force est de constater aujourd'hui que les seuls qui apportent des solutions pragmatiques, ce sont les citoyens. Et ne serait-ce que dans le cadre du plan hiver, aujourd'hui, on voit bien que si nous n'étions pas présents avec tous ces citoyens qui hébergent 300 personnes, la porte du lys 200 personnes, ça ferait 500 personnes sur le territoire belge qui n'auraient pas d'abri en cette période de froid, alors que techniquement, ils devraient. Donc le réseau est saturé, l'accueil est saturé. Oui, c'est une grosse interrogation. Oui, alors on va voir tout de suite une réponse de Charles Michel, qui était sa réponse, c'est la une du soir du 3 février. Alors voilà, il vous rend hommage, hein, il dit qu'il y a une forme de fierté à constater que les citoyens nombreux ont ce réflexe de générosité, mais ils disent aux migrants, demandez l'asile, rentrez dans le cadre de l'état de droit. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait aussi, et c'est ce qui a été expliqué à Charles Michel quand on l'a rencontré. On lui a expliqué que non seulement le constat depuis le mois d'août, c'est que là où il y a 6 mois, 90% de ces personnes souhaitaient rejoindre l'Angleterre, aujourd'hui, environ 40% d'entre elles souhaitent rester en Belgique, mais elles ne peuvent pas demander l'asile. Enfin, elles peuvent demander l'asile, mais elles vont être renvoyées vers l'Italie, la Grèce ou l'Espagne à cause de la clause Dublin qui renvoie les personnes vers le pays par lequel elles sont rentrées. Donc, on a proposé l'activation de la clause de souveraineté qui permet à un État souverainement de ne pas appliquer le Dublin. Alors c'est sur base de critères, c'est pour une période limitée dans le temps. Il ne s'agit pas de suspendre tout bonnement Dublin, il s'agit juste de dire les personnes identifiées sur le territoire depuis X temps ou entre telle et telle période peuvent demander l'asile. Ça a été balayé d'un revers de la main. Donc on souhaite effectivement que ces personnes demandent l'asile, et aujourd'hui 40% d'entre elles souhaitent demander l'asile, mais elles sont coincées par justement ces règles par Dublin. Et donc pour l'instant, on n'en est nulle part, c'est ça que vous nous dites. Mais même si vous incitez ces gens à demander l'asile, elles sont dans l'impossibilité de le faire, c'est ce que vous nous dites, ou en tout cas, elles doivent retourner dans le premier pays d'accueil. Elles seront renvoyées vers le pays d'accueil, effectivement. Et donc, il y a en parallèle de ça la proposition d'un centre d'accueil et d'orientation. Aujourd'hui, avec Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Oxfam, la Croix-Rouge, on s'est réunis autour de la problématique. On offre un service au hub humanitaire, on a l'hébergement, donc on a pu modéliser une solution qui pourrait être institutionnalisée.
voit que les résultats sont intéressants. Effectivement, on a des gens aujourd'hui qui souhaitent demander l'asile, d'autres qui cherchent des regroupements familiaux, d'autres qui cherchent des voies sûres et légales pour rejoindre d'autres membres de la famille dans des pays européens. Donc il y a vraiment une solution. Il suffit, c'est juste un manque de volonté politique aujourd'hui, je crois. Ouais. Alors vous parlez également de la peur, du froid, du stress, de la pression que vous ressentez tous les jours. Il y a une forme d'usure qui s'installe par rapport à cette gestion de l'urgence? Non, c'est pas une forme d'usure. Ce qui est inquiétant, c'est de voir qu'il n'y a pas de porte de sortie proposée ou entendue de la part du gouvernement. Et puis le facteur stress pour nous, je le disais encore hier, donc depuis 2-3 jours, je reçois des appels m'annonçant qu'il va y avoir des arrestations massives sur les réseaux de transport en commun, etc. Et donc on cherche des solutions dans l'urgence. Et c'est ce qu'on disait dans cette. Et donc ça, vous avez des informations, vous continuez à avoir des informations sur des possibles interventions policières? On continue à les avoir et depuis dimanche, c'est la 3e fois. Donc vous avez une source, pas de source, mais ici 3 sources différentes nous annoncent qu'il y a des grands risques d'avoir des opérations de police avec accompagner l'office étranger dans les transports en commun bruxellois et peut-être sur le reste de la Belgique en vue d'interpeller des migrants. Nous, ce qu'on cherche, quoi, dans les jours qui viennent, quoi. Dans les jours qui viennent. Et donc c'est une question. Alors voilà, on part sur une autre urgence. On doit interpeller Pascal Smets. On va devoir lui demander ce qu'effectivement c'est prévu, dans quelle mesure, pourquoi, etc. C'est très compliqué de constamment être à la recherche, et c'est ce qu'on disait dans la carte blanche, de solutions pour les problèmes de la veille et en même temps de chercher des solutions sur le long terme. Et ces solutions sur le long terme, elles devraient être réfléchies par le politique et pas par le citoyen qui se démène pour protéger, nourrir ces personnes. Voilà. Et donc ces lanceurs d'alerte, aujourd'hui, vous continuez à compter dessus, si je peux dire, parce qu'il y a eu effectivement Yann Yanbon, le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé qu'il diligentait des enquêtes, etc., etc. On continue à avoir des informations et c'est comme ça depuis le départ. Au mois de juillet, au mois d'août, on était présent sur le parc Maximilien à 5h du matin pour réveiller ces personnes parce que déjà à l'époque, on recevait des alertes très précises sur le lieu, la date des opérations de police, et ça n'a jamais cessé depuis, jusqu'à atteindre son paroxysme avec des mails très précis sur le planning, le nombre de personnes à arrêter, etc. Et ça continue, effectivement. Alors vous êtes toujours dans une gestion au jour le jour, actuellement, donc ce soir, vous ne savez pas s'il y aura de la place pour tout le monde chez les hébergeurs? On sait qu'on a un réseau aujourd'hui d'hébergeurs, on a environ 4000 familles qui hébergent à travers la Belgique, il y a 200 places de garantie à la porte du Lys, donc c'est finalement ce qui est aussi paradoxalement très inquiétant, c'est qu'on est en train véritablement de professionnaliser le bénévolat et la solidarité, alors que ça devrait être à d'autres de le faire, on devrait avoir des réponses. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça. La seule inquiétude, c'est de se poser la question, combien de temps on va le faire? Oui, justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez l'impression que cette générosité-là, cette solidarité, elle va s'essouffler au fil du temps? Eh bien, je ne pense pas. Bien au contraire, quand on observe l'évolution du groupe, voyons, il y a quelques semaines, on voyait la NVA se féliciter d'avoir 600 nouveaux membres au sein de leur organisation, de leur parti. Quand je constate que sur une semaine ou 2 semaines, et j'ai regardé les stats des dernières semaines, on a plus de 3800 personnes qui nous ont rejoints entre la préparation du sujet pour hier, et hier on est passé de 23 000 à 38 000 membres dans le groupe. C'est autant d'hébergeurs, de transporteurs. Donc non, les mobilisations passent de 3 000 à 8 000 à 12 000 personnes pour faire une moyenne entre le chiffre de la police et le chiffre des organisations. Ça augmente constamment. La solidarité, ça n'a pas de barrière et c'est très contagieux. Alors pour l'instant, donc, c'est du bénévolat. Vous-même, vous êtes bénévole. Absolument, oui. Ouais. Et donc, vous parlez de professionnalisation. Quand je vous entends, on ne va pas pouvoir l'éviter, cette professionnalisation. C'est vraiment une question qui se pose aujourd'hui parce que notre volonté, évidemment, c'est de continuer à apporter de l'aide, un maximum d'aide. Et puis, il y a un besoin de coordination, effectivement, derrière. Moi, je bosse 18 heures sur 24. Alors, je fais ça depuis toujours, que ce soit pour la plateforme ou pour mes anciens jobs. J'ai toujours bossé beaucoup, workaholic, comme on dit. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut réfléchir à la sortie. Moi, j'arrive, par exemple, à titre personnel, en fin de préavis. Il faut réfléchir à la suite. Est-ce que je vais chercher un autre travail? Est-ce que je vais financer un travail au sein de la plateforme? Comment on met ça en place? Est-ce que si on doit tenir sur la durée, il va peut-être falloir financer le job de coordinateur qui vont pouvoir continuer à maintenir en vie toute cette dynamique, les citoyens, les chauffeurs, les hébergeurs, etc. C'est du travail, c'est vraiment du travail. On verra, c'est à discuter, encore une fois, c'est une dynamique citoyenne qui nous dépasse par moments, qui traverse toute la Belgique, toutes les couches de la société. Et donc ça doit se faire sous forme de consensus et de voir dans quelle mesure
on peut mettre ça en place ou pas, ou est-ce qu'on décide d'arrêter tout bonnement, hein, Ouais, mais ça c'est pas imaginable aujourd'hui pour vous. Mais ce serait finalement la menace ultime, ce serait de demain dire au gouvernement, voyez, 500 personnes, 400 personnes dans le parc Maximilien et toujours rien de prévu si on n'est pas là pour le faire, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on invisibilise le problème, c'est-à-dire Théo Frankel en septembre, il a pu se féliciter en disant Hopkuysen nettoyé d'un parc vide, mais la vérité c'est que si ce parc est vide, c'est parce que ces gens sont hébergés chez nous. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, il va falloir faire un camping paradise au parc Maximilien avec l'ensemble des hébergeurs et des hébergés pour rappeler que le problème existe et qu'il n'y a toujours pas de solution? On verra. Très bien, merci en tout cas, Mélie Cassou, d'être venu sur notre plateau.